Cette année a tellement aucun sens que Parker et Stone ont dû se demander comment aborder les événements de 2020 avec une approche originale. Et au final, alors qu'on se demandait tous quand est-ce que la saison 24 allait arriver, a été annoncé quelque chose que personne n'avait vu venir, un épisode spécial d'1 heure. Enfin, 1 heure avec les pubs, du coup c'est plutôt 47 minutes 16. L'idée est cool parce que déjà c'est 1 heure de South Park, j'ai pas vraiment besoin de développer, puis d'habitude dans les premiers épisodes de la saison, ces fameux season premiere, ils essayent de parler de beaucoup de sujets du moment, quitte à ce que parfois ça fasse un peu trop, et 2020 est tellement chargé qu'on aurait forcément fait une indigestion s'ils avaient fait ça. Du coup ça nous amène à cet épisode un peu particulier, et bordel, il y en a des choses à dire. Hey salut à tous, ici Maniaco Shonen, et aujourd'hui on parle du premier épisode de la saison 24, ou alors l'épisode 0, ou alors l'épisode 13, enfin bref, aujourd'hui, on parle de The Pandemic Special. Je suis pas trop sûr de comment aborder cette review, puisque forcément c'est le premier épisode de ce genre. Du coup, je vais essayer de revenir sur ce qui se passe plus ou moins chronologiquement, puis bien sûr en essayant d'analyser un peu tout ça et de donner mon avis. En tout cas, une chose est sûre, je vais absolument tout spoiler, donc regardez cet épisode avant cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, pour ne pas changer les bonnes habitudes, commençons déjà par parler de Randy. Avec la situation actuelle due au Covid-19, beaucoup de business sont en grande difficulté. Mais ce n'est absolument pas le cas de Randy, qui avec Terrily Farm connaît une croissance impressionnante de ses ventes, puisqu'évidemment avec cette crise, les gens sont plus enclins à acheter un peu de Terrily Weed pour se détendre. Il lance donc le Pandemic Special, qui est grossièrement une grande promo. Mais vous vous doutez bien que c'est pas que ça, mais on reviendra plus tard sur son sens méta. Lors d'un de ses éternels débats avec sa famille sur les origines de la pandémie, il nous rappelle qu'il est déjà allé en Chine la saison dernière, en faisant évidemment référence à ce putain d'épisode qui était Bend in China. Et justement, cet épisode va avoir un immense impact sur ce Pandemic Special, un immense impact sur le monde entier d'ailleurs, puisque comme vous l'avez tous vu, c'est Randy qui est à l'origine de toute cette pandémie. Déjà juste cette idée est géniale, et finalement pas si étonnante que ça, mais c'est surtout le flashback qui nous l'apprend qui était fou. C'était hilarant de voir les exploits de Mickey et Randy complètement défoncés qui se sont littéralement tapé une chauve-souris, même si c'est vrai qu'elle était quand même vachement bonne. Monsieur Marsh va donc devoir trouver une solution pour ne pas que tout ça s'ébruite, parce que bien sûr si ça arrive, il va se retrouver avec Sharon sur le dos, et ça c'est clairement terrible. Quand il apprend plus tard que finalement la transmission du virus à l'homme n'était en fait pas à cause d'une chauve-souris, son apaisement ne sera que de courte durée puisqu'on va repartir sur un deuxième flashback tout aussi drôle où on voit qu'avec Mickey, Randy ne s'est pas limité qu'au chiroptère puisqu'il a aussi copulé allègrement avec un pauvre pangolin. Et heureusement qu'on n'a pas trouvé d'autres potentiels animaux responsables parce que je suis sûr que la liste des partenaires de Randy doit être encore longue. Si ça se trouve il l'a même fait avec Mickey, on sait pas. D'ailleurs, info marrante, le terme pangolin a eu droit à un pic de recherche sur Google au moment de la diffusion de l'épisode. Apparemment, beaucoup d'Américains n'avaient tout simplement pas conscience de l'existence de cet animal. Enfin bref, entre deux, on voit aussi Randy qui erre dans les rues en réfléchissant à ce qu'il a fait et en contemplant ses allées vides et ses commerces fermés à cause de la pandémie. On revoit donc des endroits qu'on a déjà vus dans la série, notamment le Red Robin où se passait le dernier acte de la trilogie du Black Friday, et là on a même un caméo de la mort en personne qui a d'ailleurs été relooké, encore différemment par rapport au léger redesign qui avait été fait pour le bâton de la vérité. C'est en pleine crise de culpabilité qu'un consommateur vient le remercier pour tout ce qu'il a fait et lui dire que malgré tout ce qui se passe dans le monde, le Pandemic Special aide vraiment les gens à aller mieux. Clin d'œil, clin d'œil. Mais plus que se sentir mal d'avoir propagé le coronavirus dans le monde, Randy a surtout peur que sa culpabilité soit dévoilée, puisque pour trouver un vaccin, il faudra son ADN. Son ADN qui, je le rappelle, est maintenant aussi dans le pangolin. Du coup, il va... profiter du fait que tout le monde consomme le Pandemic Special pour... mettre un peu de son ADN dedans. Vous avez vu l'épisode, je vais pas vous faire un dessin. Enfin si, tenez, j'ai quand même fait un dessin, mais... pourquoi j'ai fait ça? C'était aussi dégueu que marrant, une décision bien logique avec ce qu'on connaît de Randy, mais le pauvre devrait maintenant être considéré comme un vrai héros vu tout le travail que ça lui a demandé. Finalement, c'est quand il se rend compte que le restaurant Applebee's a également été fermé à cause du Covid qu'il se dit que c'en est trop. Il est décidé à régler tout ça. En parallèle de tout ce qui se passe avec Randy, on suit aussi les enfants qui ont tous une manière plus ou moins différente de réagir à la vie en 2020. Tout d'abord celui dont la réaction était la plus prévisible, Cartman adore son nouveau quotidien de confiné. Il commence même par nous interpréter une très chouette chanson sur la distanciation sociale. C'est vrai que vu comme la série adore faire des numéros musicaux, ça aurait été dommage de ne pas en avoir un dans cet épisode spécial. Lui vit sa meilleure vie dans ces conditions, puisqu'il se contente de rester éloigné de tout le monde et de prétexter qu'il a des problèmes informatiques pour pouvoir glander toute la journée, loin de l'école qui lui déplaît tant. La représentation des cours en ligne sur Zoom est assez réaliste, on sent le vécu, et Eric qui fait semblant de bugger, c'est très drôle, et surtout très fidèle au caractère de Cartman. Même si c'est vrai que ça, IRL, je vous le conseille pas trop, c'est difficilement réalisable et pas non plus la meilleure chose à faire.
Il se balade partout avec un bâton de 6 pieds, donc environ 1m80, qui l'aide à forcer les gens à garder leur distance, et ça amène à plusieurs situations assez amusantes aussi. Sa mère lui apprend que l'école va possiblement rouvrir ses portes, et ça il aime pas. Il aime pas du tout. Il nous sort même un petit Cartman's Life Doesn't Matter, même si pour ce qui est des références à Black Lives Matter, on a encore mieux et on en reparlera après. Évidemment, il y a rien de pire pour Cartman que de retourner à l'école alors qu'il s'est habitué à ce quotidien peinard, comparé aux autres qui ont l'air plutôt contents d'y retourner, vu que eux trouvent ça plutôt intéressant d'avoir une éducation. Son premier réflexe a été, comme souvent, de venir faire part de son problème à Kyle, mais celui-ci ne voulant pas l'aider pour des raisons logiques, le petit gros va donc finir, non sans y avoir été forcé, par retourner à l'école. On l'entend même pousser des cris de porc, comme dans Shot, l'épisode 3 de la saison dernière, preuve qu'il est vraiment remonté de retrouver des cours en présentiel. De son côté, dès sa première véritable apparition, Stan se plaint de sa situation avec les cours en ligne qui ne servent à rien, puis ensuite il se lance dans un speech pour nous indiquer que c'est surtout vraiment compliqué pour les enfants faibles psychologiquement, comme Butters évidemment puisque lui est fort, donc ça va. Ça nous introduit déjà à l'état d'esprit qu'il aura pendant tout l'épisode. Il nous fait ses révélations finales sur ses vrais sentiments dans un discours de fin qui sonne très réel. Enfin, je parle de révélation même si je pense que tout le monde s'en doutait déjà un peu vu comment elle abusait sur ça depuis le début. Il a du mal à l'avouer jusqu'à ce que les choses deviennent vraiment hors de contrôle, mais il vient nous rappeler que l'isolation et l'incertitude peuvent affecter certaines personnes plus que n'importe quelle maladie. Il ne supporte pas le confinement, il a besoin de voir ses amis, d'aller à l'école, de s'amuser comme il en avait l'habitude par le passé. Il souhaite simplement revenir à sa vie d'avant. Pour lui, sa tentative d'oublier qu'on est dans une crise sociale passe par le fait d'essayer de jouer le rôle de soutien aux plus faibles, alors que finalement, c'est lui qui en a le plus besoin. Stan nous montre que forcer les choses à redevenir normales et se forcer soi-même à ignorer la situation actuelle ne va pas réellement arranger les choses et les faire redevenir comme avant. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Autre point très important dont je n'ai pas encore parlé, abordons le cas du détective Harrison Yates et des flics de South Park. Ces flics si armés mais en même temps si peu qualifiés, que ce soit pour être pédagogues, jouer leur rôle d'enseignant ou même leur rôle de gardien. Enfin, même si tout ça, c'est loin d'être nouveau. J'ai vraiment aimé la scène où Cartman et Kyle commencent à se battre dans la classe, et du coup, fidèles à eux-mêmes, Harris et Johnson règlent le problème avec les armes en tirant sur... Token. Évidemment. Et oui, car ça semblait évident, les policiers de la ville sont toujours aussi stupides, destructeurs et racistes que d'habitude. Les voir encore s'acharner sur ce pauvre Token qui n'a rien demandé et de faire ensuite passer ça pour une contamination au Covid, c'était vraiment très drôle. Ils lui ont peut-être tiré dessus, oui, mais c'était bien entendu à cause du Covid. Et c'est cet événement, que certaines personnes de mauvaise foi pourraient qualifier de bavure, qui amène à un confinement, ou plutôt à un emprisonnement des élèves dans l'école. Le parallèle est tellement appuyé que c'en est même difficile de ne pas le remarquer. Ça vient rejoindre le message de Stan dont on parlait tout à l'heure, le confinement ne se résume pas à rester glandé chez soi, n'en déplaise à Cartman. Ici c'est une image beaucoup plus dure et claustrophobique qui est transmise, un enfermement implacable où nul n'est pleinement libre de ses mouvements. Après la fuite des élèves dont ils étaient responsables et comme ils n'ont pas eu les moyens nécessaires pour s'occuper convenablement des élèves, à la fin de l'épisode, la mère va leur accorder ce qu'ils souhaitent et on va se retrouver avec la police de South Park, les enseignants de South Park, armés jusqu'aux dents et avec l'autorité de faire ce qu'ils veulent en ville pour gérer la situation. Et bah putain, on n'est pas dans la merde, c'est sûrement la pire situation qui aurait pu arriver. Je trouve aussi très cool cette scène où leurs revendications ont été acceptées et donc ils se pavanent en ville avec un matériel totalement disproportionné pour lutter contre des enfants en fuite. Du coup évidemment ils commettent des carnages aussi violents qu'exagérés et c'est finalement un peu ça qu'on aime, non ? Avant d'en arriver au climax où tout se rejoint, va encore falloir que je parle de 2-3 éléments, notamment Jimbo et Butters. Tout d'abord, commençons par le cas Jimbo. Déjà quelque chose qui a surpris pas mal de spectateurs, et c'est même peut-être votre cas, Jimbo serait apparemment le frère de Sharon, et non celui de Randy. Alors est-ce que c'est vraiment une incohérence ? Ouais, plus ou moins. En fait, la raison pour laquelle je suis pas totalement catégorique vis-à-vis de cette nouvelle, c'est en fait parce que c'est un point qui a toujours été assez flou. Officiellement dans la série jusque-là, Jimbo était considéré comme étant le demi-frère de Randy, de la même mère mais d'un père différent. En fait, l'argument principal c'est qu'il s'appelle Jimbo Kern et non Marsh, il n'est donc pas le fils de Marvin Marsh. Mais là où je trouve le fait qu'il soit le demi-frère de Randy assez hasardeux, c'est parce que si cette info a été confirmée, c'est parce que c'est ce que Matt Stone a répondu lors d'une interview en 2005. La question était, si Jimbo est le frère de Randy, pourquoi ont-ils des noms différents ? Et sa réponse fut, ce sont des demi-frères avec des pères différents, je pense que c'est le seul moyen pour que ça fonctionne, non ?
Là où je trouve pas cette preuve ultra probante, c'est qu'en réalité c'est pas quelque chose auquel les scénaristes avaient réfléchi avant. Matt Stone improvise sa réponse en pensant que c'est le seul moyen d'être cohérent, puisque je le rappelle, le nom de jeune fille de Sharon n'est pas non plus Kern mais Kimball. Du coup, soit c'est vraiment une incohérence, ce qui a de grandes chances d'être le cas, soit maintenant on considère que Jimbo est bien le frère de Sharon, même si on n'a toujours pas d'explication vis-à-vis de son nom de famille. Enfin bref, on le voit apparaître au milieu de l'épisode en très mauvais état, on essaye même de nous faire croire qu'il va mourir même si ça reste qu'un troll, mais pire que la mort, ça va être à lui d'être le premier cobaye du Pandemic Special nouvelle version. Comme plus tard il va mieux, il rentre vivre dans la maison des marches, mais encore après, son état s'est empiré, et une mystérieuse moustache lui a soudainement poussé sur le visage, et elle me semble étrangement familière. Le concept des gens qui, après avoir fumé le Pandemic Special contenant l'ADN de Randy, commencent brusquement à avoir la même moustache que lui est hilarant, c'est vrai. C'est finalement une idée qui fait très South Park, mais ici j'aurais tendance à être moins dithyrambique que d'habitude, parce que je trouve qu'en fait ça a pas vraiment été utilisé, dans le sens où ils en font rien de vraiment intéressant. C'est le genre d'élément qui aurait gagné à être dans un épisode plus classique, où il aurait eu le temps d'être beaucoup plus développé, puisque là ça arrive un peu comme une surenchère de gags, un concept qui, bien qu'amusant, semble pas trop savoir ce qu'il fait là. Mais du coup le fait qu'un consommateur sur 10 attrape la moustache nous amène à voir certains personnages qu'on connaît bien un peu plus poilus que d'habitude, notamment les Valmer, Madame Tweak, Liu Kim, le principal PC ou encore Liane Cartman. Par contre Gerald qui dit qu'il a jamais réussi à avoir de la moustache, ouais, je sais pas pourquoi mais je le crois moyennement. Sinon de son côté, Butters dit vouloir aller à Build-A-Bear au début de l'épisode, qui est donc, comme son nom l'indique, un genre de magasin pour fabriquer un ours en peluche personnalisé. On apprend plus tard que c'était une récompense pour être allé chez le dentiste et que c'était prévu à la base pour mars, mais évidemment avec la situation actuelle, ça a été décalé jusqu'à ce qu'en octobre il n'y soit toujours pas allé. Du coup ça et l'ambiance carcérale de l'école lui font plus ou moins péter un plomb, ce qui marque encore plus Stan, qui souhaite, comme je l'ai déjà dit, profiter d'aider Butters pour pouvoir aller mieux lui-même. Au final ils y arrivent à Build-A-Bear, mais ils doivent rentrer par effraction puisque le magasin est fermé après qu'un client ait été aperçu avec une moustache. Sauf que sans employés pour les aider, et malgré l'acharnement de Stan, ils ne vont pas vraiment réussir à créer leur ours. Ça va même plutôt donner lieu à une scène d'horreur pour tous les amateurs de pluche. Stan dit clairement que maintenant il ne veut plus suivre les règles, et on nous introduit aussi cette machine des enfers qui va justement servir dans le dénouement final. On en arrive donc à cette fin auquel toutes les intrigues convergent. C'est là que tout le monde se réunit, les enfants sont acculés dans le magasin avec les flics surarmés sur le point de les achever, mais c'était sans compter sur Randy qui se sacrifie en étant finalement allé chercher le pangolin responsable de la pandémie, qu'il avait capturé plus tôt dans l'épisode. Il est donc bien décidé à ce que les choses s'arrangent enfin, mais ce serait oublier Cartman, qui prend possession de l'animal puisque lui ne veut pas revenir à sa vie d'avant le confinement. Il est donc sur le point de s'en débarrasser définitivement, mais c'est là que Stan fait enfin ses aveux larmoyants. Suite à ça, Eric accepte finalement de rendre le pangolin. Attendez quoi? Cartman prend en compte les sentiments de ses amis? On regarde South Park, dans une autre série ça aurait été différent, mais le fait qu'il accepte aussi facilement après un petit discours, c'était presque la finalité la plus inattendue. Désolé, mais à partir du moment où le pangolin est arrivé dans les mains d'Eric, il y avait quand même très peu de chances qu'il finisse pas cramé. Mais du coup, non, quand il voit à quel point Stan est affecté, il ne peut se résoudre à s'enfoncer dans son égoïsme. Peut-être que finalement, comparé à toute cette détresse, l'école c'était pas si terrible. Mais du coup c'est trop beau comme fin, c'est assez inhabituel vu que la série nous a surtout habitués à des dénouements plus cyniques, mais ça fait du bien de temps en temps un peu de bienveillance et d'optimisme. Ça finit donc sur un message d'espoir et de... Ah bah non, en fait, le président Garrison débarque et brûle scientifiques et pangolins à grands coups de lance-flammes, tout en nous rappelant que les élections arrivent et qu'il va falloir aller voter. C'est tout de suite plus cohérent comme fin. Après, ça semble finalement assez logique, il fallait forcément retourner au statu quo en fin d'épisode, parce que si le Covid existait toujours IRL mais pas dans la série, ça aurait fait une trop grosse déconnexion pour la suite. Mais justement, à quoi on pourrait s'attendre pour la suite? Et bah finalement dans la série comme IRL, la pandémie continue toujours, les habitants retournent au confinement, la mort part de son côté, et Randy se rend compte que Tegridy Farm l'a beaucoup changé et que sa famille avait raison. Il est donc fin prêt à révéler au monde qu'il est la cause de tout ce mal. Il a même l'air de vouloir laisser tomber sa ferme pour revenir à sa vie d'avant. Mais c'était sans compter sur Sharon qui a une moustache. Attends, c'est vraiment ça la fin? En fait, même elle qui disait ne rien en avoir à faire du Pandemic Special se montrait hypocrite, et cela mène donc à notre enculeur de pangolin préféré qui déclare que dans ce cas, il n'a pas encore fini de nous préparer ses fameux Specials. Du coup, ça annoncerait peut-être une saison à base de Specials. Personnellement, vu qu'on n'a toujours pas eu d'annonce d'un potentiel prochain épisode au moment où j'écris ces lignes, je parierais sur un Election Special qui pourrait potentiellement arriver le mois prochain, avec peut-être encore un autre Special un peu plus tard. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, et si vous trouvez que ce serait une bonne idée d'avoir une saison 24 avec
avec ce format très différent des années précédentes. Parker et Stone adore changer de formule et tester des trucs, mais ça n'a jamais été autant le cas que maintenant. Après pour l'instant rien de sûr, mais j'ai en tout cas pas l'impression que ce special sera le dernier. Sinon autre chose que Parker et Stone aiment bien faire, nous faire miroiter une potentielle fin à Integrity Farm pour au final nous troller et pousser le concept encore plus loin. Ça aurait été un excellent moment pour s'arrêter et ça aurait fait très plaisir aux fans que la famille de Stan abandonne la ferme pour revenir en ville. Mais finalement, le public est un peu similaire à Sharon, la plupart étant farouchement anti-Tegrity Farm, mais sans vraiment l'admettre, on sait bien qu'au final ils continuent à regarder la série, et qu'une Tegrity moustache pourrait bien commencer à leur pousser sur le visage. Bon, ça c'est fait, mais cet épisode est tellement fourni qu'il y a encore pas mal d'éléments que j'ai à peine abordés. Déjà, il faut parler plus précisément de Garrison. J'ai trouvé sa présence très cool, pour le coup, ils en ont vraiment pas abusé, et tant mieux puisque c'est souvent ça le problème avec lui. Ici, ces deux apparitions étaient vraiment chouettes, la scène de fin dont on a déjà parlé, mais aussi avant ça, lorsque Stan décide de l'appeler dans l'espoir qu'il leur vienne en aide. On le voit ignorer tous les appels importants, sauf un, celui d'un certain Monsieur Esclave. C'est bien évidemment une référence à la relation qu'il a eue avec ce dernier, mais aussi à la saison 20, où de la même manière, quand il venait d'être élu président, le seul moyen de le joindre avait été de recourir à l'aide de Monsieur Esclave. Du coup, dans cette scène, les scénaristes nous donnent une interprétation très what the fuck de l'inaction du président américain face à la crise sanitaire. En réalité, il ne veut pas arrêter la pandémie, et la raison est, comme on pouvait s'en douter, stupide, mais très raccord avec le personnage du président Garrison. Il a promis de se débarrasser des Mexicains ? Et bah le coronavirus tue, entre autres, des Mexicains, donc il réalise ses promesses aux Américains et a donc une chance d'être réélu aux élections qui se déroulent bientôt. C'est un plan digne du personnage qu'on suit depuis la saison 19, et en plus, si on rajoute son graphique tout pété, ça donne une scène vraiment sympa. Alors peut-être qu'à la fin il nous tisse donc un potentiel épisode sur les élections, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas c'était sûr qu'on allait le voir, et c'est tout aussi sûr qu'on le reverra bien assez tôt. Par contre un personnage que je pensais pas revoir ici, c'est Mickey Mouse. Je m'attendais bien à avoir des références à Bend in China, mais j'avais vraiment pas prévu que ça prendrait autant d'importance. Une chose est sûre, c'est que c'était vraiment sympa de le ramener dans l'histoire, déjà pour replacer l'histoire de la chauve-souris et du pangolin, mais aussi pour aborder l'actualité de la compagnie aux grandes oreilles avec quelques détails bien trouvés. Déjà on a une petite référence au fait que Disney a vendu son âme aux Chinois avec Mulan, mais aussi au parc d'attractions Disney qui doivent fermer, quand on le voit menacer Randy au téléphone dans un décor qui semble bien plus désolé qu'avant. On a aussi droit à des plans sur son QG, et on voit notamment bien son bureau. Bureau où du coup on peut apercevoir du Star Wars, du Frozen, un chouette tableau de l'apprenti sorcier évidemment, encore du Star Wars avec un Baby Yoda, du Marvel, et même son écran d'ordi qui est tout à fait magnifique. Sa tentative d'assassinat pour résoudre le problème marche était bien vue et fidèle à lui-même, même si, forcément, elle aboutit à rien puisque Randy va trouver sa propre solution. Autre scène que je n'ai pas encore abordée mais qui pourtant a le mérite d'avoir parlé à beaucoup de gens, McKay et les galères en ligne. Il a vite fait été question des problèmes de connexion avec Cartman au début, même si, à part pour une blague, on n'en reparle plus alors que c'est quand même un sujet incontournable IRL, mais là, on a affaire à un autre type de problème technologique, avec les parents qui ne savent pas être courtois et qui se mettent sur la gueule par écran interposé. C'est vrai que par rapport au viol de chauve-souris ou aux contaminations de moustaches, là on a tout de suite une situation qui nous semble bien plus proche et que sûrement beaucoup d'entre nous ont vécu. Parce que si vous vous êtes senti proche du viol de chauve-souris, c'est peut-être qu'il y a un problème. On voit logiquement pas mal de parents de la ville. Par exemple, on a les White qui sont vraisemblablement là pour leur fille, vu que Jason... voilà. Ou encore Madame McCormick qui est tellement pauvre que c'est la seule à ne pas avoir son propre nom. Toujours dans les parents, encore une fois c'est Sharon qui a le rôle de voix de la raison en confrontant Randy à la logique collective. Une voix de la raison qui finit donc par s'avérer pas si irréprochable que ça avec son mensonge final. Aussi, dès la toute première scène, c'est Stephen Stotch qui intervient pour pointer du doigt ceux qui ne portent pas correctement leur masque. Il est en fait surtout là pour directement nous montrer dans quelle ambiance on est, une atmosphère de stress et de critique envers ceux qui se comportent différemment, atmosphère renforcée par ces paysages désolés qu'on aperçoit dans les premières images. Mais c'est surtout une certaine hypocrisie qui sera montrée plus tard dans l'épisode lorsque ce sera Stephen qui trouvera mauvais de porter son masque sur le nez et non pas comme Chin Diaper, comme il l'a lui-même surnommé, littéralement couche pour menton en français. L'évolution de l'utilisation du masque est d'ailleurs assez intéressante au fur et à mesure de l'épisode, puisque les gens s'habituent à le porter de cette façon, ça devient la norme, et plutôt que des masques, ils deviennent juste des chin diapers. Et c'est ces chin diapers qui ensuite devront être portés jusqu'au nez dans le seul but d'empêcher la propagation des moustaches. La boucle est donc bouclée. C'est assez what the fuck, mais ça montre bien à quel point les gens ne sont jamais d'accord vis-à-vis de ces masques et qu'ils n'écoutent que ce qui les arrange. Les enfants une fois en liberté déclenchent une panique générale totalement disproportionnée et injustifiée chez les adultes, mais c'est ça qu'on aime. Les gens se ruent dans les supermarchés, pillent le rayon des PQ, on sait pas trop pourquoi, et celui des mousses à raser, bon ça on sait pourquoi. Ça finit en grosse baston générale avec Stephen qui représente maintenant ceux qui refusent de porter correctement leur masque, enfin leur chin diaper, c'est le bordel comme très souvent à South Park, et il y a même un alien qui s'est faufilé dans tout ça. On a aussi une brève critique des dirigeants qui ne donnent pas les ressources nécessaires pour pouvoir gérer la situation.
Enfin, même si ici c'est tourné en dérision, puisque c'est juste la police qui se plaint de ne pas être assez armée. Dans les bémols de l'épisode, je déplorais quand même l'absence de Servietsky. Il a toujours été là avec Randy quand il était question de Tegrity Farm, mais là, étrangement, il a disparu sans explication. Je veux dire, même juste une apparition en fond pour montrer qu'il est là, ou au pire une phrase qui nous indique qu'il est confiné ailleurs, ça aurait évité cette petite incohérence. On a même Timmy qui est présent et qui dit son nom pour la première fois depuis pas mal de temps dans la série, mais Servietsky, lui, il apparaît même pas. On a Kenny aussi, qui meurt, mais c'est tout. Genre, c'est juste pour la référence, mais vraiment, il fait que de la figuration, et n'en déplaise à certains, il meurt même pas du Covid. Enfin, c'est vrai que ça, c'était peut-être un peu trop prévisible. Par contre, contrairement à Kenny, sa meilleure amie, la mort, apparaît pas mal de fois dans cet épisode. C'était d'ailleurs même un peu obligé, vu que, mine de rien, c'est aussi un personnage incontournable dans la pandémie IRL. Bon, ok, j'avoue, elle était pas géniale cette blague, on pourrait même presque dire qu'elle pue la mort. Maniaco. Quoi? J'ai le droit de mettre un peu d'humour, c'est pas la mort. Continue la review au lieu de faire un one-man show. Ouais, je crois que t'as raison, je me suis un peu égaré. En tout cas, la Grande Faucheuse fait tout son possible pour nous rappeler la première saison, puisqu'elle se déplace même sur son tricycle comme dans le culte 6ème épisode de la série. Niveau célébrité, on a Anthony Fauci qui est représenté. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est une figure importante dans la lutte du gouvernement américain contre le coronavirus. C'est notamment lui qui essayait de recadrer Trump lorsque celui-ci donnait des informations assez approximatives sur le virus. À part ça, il n'y a pas vraiment d'autres célébrités qui apparaissent, mais finalement tant mieux, ça veut dire qu'on se concentre davantage sur ce qu'on connaît déjà. Puis évidemment, je précise que je compte pas Mickey et Trump dans les célébrités parce que arrivé là, c'est complètement des personnages internes à la série. Sinon, je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que l'épisode commence avec un disclaimer modifié par rapport à celui d'habitude et sans générique. Donc cette fois, on n'a pas d'opening de Tegrity Farm, et ce qui s'apparente le plus à un écran titre, c'est ce South Park Pandemic Special. Donc on est bien de retour dans South Park. Mais c'est pas pour ça que le commentaire méta de Tegrity Farm est oublié, loin de là. C'était évident dès l'annonce de l'épisode que le Pandemic Special allait désigner à la fois la bœuf de Randy, mais également l'épisode en lui-même, comme ça avait été le cas tout le long de la saison 23 avec le Halloween Special ou le Season Final par exemple. Et là c'est pareil, c'est tellement flagrant que c'est compliqué de pas comprendre. Tout le long de l'épisode, on nous dit « J'espère que vous aimez le special », tout le monde parle du special, tout le monde aime le special. Au bout d'un moment, ça a pas pu vous échapper. Avec ce mec dans la rue déserte qui arrête pas de féliciter un Randy en pleine crise de culpabilité, on comprend surtout que le special est très sympa, même si finalement on puisse pas dire que ça va vraiment faire avancer les choses. Et les références continuent tout au long de l'épisode. Randy essaye d'y mettre fin avant qu'il ne cause plus de conneries, mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens ont vraiment besoin de leur pandémique special. Et c'est Randy lui-même qui finit par affirmer que le special n'est en réalité d'aucune aide. C'est donc encore une fois un sous-texte assez cynique avec un Randy qui est dépassé par le succès factice de sa création. En poussant plus loin, on pourrait même comparer aussi le fait que Randy se moque des autres business qui se portent mal par rapport au sien qui vit plutôt bien la situation, avec la série elle-même, puisque d'autres séries et films ont eu pas mal de problèmes, allant jusqu'à repousser leur diffusion, alors que finalement pour South Park, bah ça va très bien. Les scènes s'étendaient pas mal en longueur, même si au final on en voudrait toujours plus. D'une certaine façon, j'ai l'impression que vu qu'ils avaient un créneau d'1 heure, ils ont mis plus de choses, mais en fait, ils en ont mis tellement qu'il aurait fallu plus d'1 heure pour tout bien développer correctement. Ça reste un enchaînement de péripéties encore plus nombreuses que d'habitude, mais qui suivent le même fil rouge et qui se concluent assez bien à la fin, donc pour ça je trouve que c'est quand même réussi. Après c'est vrai que des fois tout se relie pas forcément très bien, par exemple l'effet secondaire du vaccin de Randy qui donne sa moustache à tout le monde, c'est très drôle, mais c'est vrai que c'est finalement pas si bien utilisé que ça. L'épisode reste assez stand-alone, on peut le regarder sans trop de problèmes sans devoir voir les saisons précédentes au préalable, et de plus, il finit sur un retour à la normale. Et donc ça en fait une qualité, mais moi je vois aussi un peu ça comme un défaut, dans le sens où ça manque quand même un peu d'ambition, puisque c'est déjà très cool d'avoir un gros épisode spécial qui parle de globalement tout ce qui entoure un seul sujet, mais c'est vrai qu'au final, on ressent surtout qu'ils y ont mis toutes leurs idées en voyant juste ça comme un épisode étendu, plus long et avec plus d'idées, mais pas forcément très différent. Je sais pas si vous me suivez bien sur ce point, parce que même moi j'arrive pas à vraiment m'exprimer là-dessus en fait. Sans vouloir avoir l'air d'être un éternel insatisfait, c'était très cool, mais je suis sûr que ça aurait pu l'être encore plus en dépassant le stade de simple épisode. Aussi, sauf quelques exceptions, les personnages n'évoluent pas vraiment, on se contente de les reprendre et de les mettre dans des situations encore plus improbables que d'habitude, mais pour le coup ça fonctionne bien, donc c'est pas très grave. Enfin, les personnages évoluent quand même un peu entre le début et la fin, mais au final ils vont pas vraiment retirer grand chose de cette expérience, ça vient un peu compléter ce que je disais sur le manque d'ambition juste avant. Puis vu que je suis en train de dire ce que j'ai pas trouvé génial dans cet épisode, je vais continuer sur Cartman. Alors oui, ça peut paraître étonnant que je parle de Cartman en étant négatif, puisqu'en vrai ces scènes sont toutes très cool, mais voilà, justement, entre ces scènes, y a pas grand chose, il est surtout là au début et à la fin, mais pendant une grande partie, il est un peu oublié. Je veux dire, c'est Cartman, pour atteindre son objectif, il aurait pu faire des plans de taré pour propager le virus. Mais non, au lieu de ça, il veut pas retourner à l'école, il y retourne, et
bah à la fin il tue pas le pangolin. En gros c'est ça. Enfin bon, c'est aussi mon travail de trouver les points un peu moins bien réussis, mais en vrai je l'ai adoré cet épisode, c'est évident. En plus on a même eu droit à un mini making of un peu avant la diffusion, et c'était vraiment intéressant de voir comment le staff s'est adapté à la situation et a réalisé cet épisode à distance. Franchement un gros bravo à eux, et ça me donne surtout envie de voir ce qu'ils vont nous concocter pour la suite. Pour résumer, je trouve que le pari est réussi, même si certaines idées auraient paradoxalement eu plus de temps pour être développées dans des épisodes individuels, et que certains moments semblent un peu déconnectés. Au final, le rendu est un très sympathique épisode spécial qui arrive quand même à se tenir en l'espace d'une heure avec une plutôt bonne cohérence globale. Donc en gros, c'est vraiment très cool. Un épisode super drôle et avec de vrais bons moments, mais ça vaut quand même pas une saison entière. Donc j'espère vraiment qu'on aura bientôt des news sur ce qui nous attend pour la suite. Niveau accueil critique, les retours que j'en ai eu avaient l'air d'avoir vraiment apprécié ce Pandemic Special. Et même en dehors de ses qualités d'épisode de South Park, l'objectif qui était d'aborder 2020 et la pandémie sous toutes leurs facettes est également vraiment réussi. Pour le coup, je pense que personne peut dire le contraire. Ça aborde vraiment tout sur le Covid et sur comment les Américains s'y sont adaptés. À la volée, on a les masques, la distanciation sociale, les problèmes des petits commerces, les rues désertes, les écoles fermées, les réunions en ligne, la paranoïa, la recherche d'un vaccin, la gestion de la crise par le président, le confinement qui rend fou certaines personnes, la ruée sur le papier toilette et même les violences policières. On avait finalement tous besoin d'un Pandemic Special, pour rire un bon coup et pour tourner en dérision notre situation, mais aussi pour prendre conscience de tout ce qui a changé. Au final, on pourra jamais être sûr de ce qui arrivera maintenant, et je pense que South Park a plutôt bien retranscrit l'essence de cette année 2020. Tout pourrait enfin être résumé par cette phrase de Stan, si simple mais pourtant si sincère, I just want my life back. Voilà, c'est maintenant que cette review se termine, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai pas été trop désordonné parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler d'épisodes aussi longs. Cette review entière était d'ailleurs pas mal longue et j'ai mis beaucoup de temps à la faire parce que en même temps elle tombe à un moment où j'ai finalement pas beaucoup de temps pour la tourner, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette review, et de ce que vous attendez pour la suite de la saison 24. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faut vraiment que je sorte un épisode du Let's Play sur Danganronpa parce que là ça fait trop longtemps, c'est plus possible. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut.